Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va décortiquer la planification fiscale, mais avec un angle un peu différent. On va s'inspirer de la philosophie de Robert Kiyosaki, celle de père riche, père pauvre, et l'appliquer au contexte très spécifique d'Israël. Tout part de cette phrase de Kiyosaki. C'est une idée vraiment, vraiment forte quand on y pense. Sur toute une vie, les impôts pourraient bien être la plus grosse dépense. Oui, plus grosse que la maison, plus grosse que la voiture et tous les transports réunis. C'est une perspective qui, franchement, change pas mal de choses. Et c'est là que ça devient intéressant. Parce que cette question, elle est au cœur de notre sujet. Et si le système fiscal, ce n'était pas une fatalité, mais un jeu? Un jeu avec des règles, et comme dans n'importe quel jeu, ceux qui connaissent les règles, eh bien, ils ont un sacré avantage. Alors allons-y, plongeons dans le vif du sujet. On va commencer par établir la règle fondamentale, celle qui sépare deux manières de voir l'argent et les impôts qui sont aux antipodes l'une de l'autre. Et là, on touche au cœur du problème. C'est la différence cruciale. D'un côté, on a le schéma, on va dire, classique du salarié. On gagne son argent, l'impôt est prélevé tout de suite, et puis on dépense ce qui nous reste. De l'autre côté, la mentalité de l'entrepreneur ou de l'investisseur, c'est l'inverse. On gagne de l'argent, on le dépense et on l'investit pour faire tourner la machine, et c'est seulement à la fin qu'on paie des impôts sur ce qui reste. L'ordre des facteurs change absolument tout le résultat. Bon, maintenant qu'on a posé les bases, voyons comment ces deux approches se traduisent en chiffres, concrètement dans le système fiscal israélien. Voilà le principe numéro 1 à graver dans le marbre. Pour le fisc en Israël, tous les shekels ne sont pas créés égaux. Pas du tout. Un shekel qui vient du travail n'est absolument pas traité de la même manière qu'un shekel qui vient d'un investissement. Prenez les revenus du travail, surtout les plus élevés. Si on combine l'impôt sur le revenu et toutes les cotisations sociales, on flirte avec les 60%. C'est énorme. Il faut bien s'imaginer ce que ça veut dire. Pour chaque shekel supplémentaire durement gagné, plus de la moitié peut s'envoler directement vers l'État. Et maintenant, regardez ce chiffre. 25%. C'est le taux fixe d'imposition sur les plus-values, par exemple quand on vend des actions. Le contraste est juste saisissant. Ce graphique, il parle de lui-même. D'un côté, la montagne des revenus du travail, taxés à près de 60%, et de l'autre, les revenus du capital, avec leur petite taxe à 25%. C'est précisément dans ce gouffre que se cache toute la stratégie de la planification fiscale. Et voilà donc la clé. Il ne s'agit pas de fraude ou d'évasion fiscale, attention. Il s'agit de structurer ses affaires de manière tout à fait légale pour que ses revenus tombent dans la bonne catégorie. L'objectif, c'est de se faire imposer à 25%, plutôt qu'à 60%. D'accord, mais comment on fait ça, concrètement? C'est ce qu'on va voir maintenant. On va détailler les outils, les leviers qui sont directement intégrés dans le code fiscal israélien et qui permettent cette optimisation. Voici les 4 grands mécanismes à connaître. Il y a la déduction et l'amortissement, le report d'imposition, la compensation des pertes et puis l'utilisation de structures juridiques bien spécifiques. On va regarder ça de plus près. Le premier outil, c'est l'amortissement, ou rapat en hébreu, et c'est un concept presque magique, surtout dans l'immobilier. En gros, la loi autorise à déduire une dépense pour l'usure d'un bien, même si pas un seul shekel n'est réellement sorti du compte en banque. Le résultat, on baisse son revenu imposable, et donc son impôt, tout en gardant son cash. C'est très puissant. Le deuxième levier, c'est le report d'imposition. L'idée est toute simple. Tant qu'on ne vend pas un actif, un bien, une action, on ne paie pas d'impôt sur sa plus-value. Ça veut dire que l'argent qui aurait dû partir aux impôts, eh bien, il reste investi et il continue de générer des profits. C'est l'effet boule de neige des intérêts composés, mais en version turbo. Ensuite, la compensation des pertes. Le système fiscal est plutôt juste là-dessus. On n'est pas imposé sur des gains bruts. Si un investissement se passe mal et génère une perte, cette perte peut être utilisée pour effacer un gain réalisé ailleurs. Au final, on ne paie d'impôt que sur le profit net, le vrai profit. C'est une gestion beaucoup plus intelligente. Et enfin, le quatrième levier, la structure juridique. Comme le montre bien ce tableau, la différence est juste colossale. Gérer ses activités via une société, une Evra Balam comme on dit ici, ça change complètement les règles du jeu. On passe à un taux d'imposition fixe de 23% sur les bénéfices et on peut déduire beaucoup, beaucoup plus de frais. C'est un autre monde, fiscalement parlant. Ok, on a vu les outils. La vraie question maintenant, c'est comment on les met en œuvre? Eh bien, avant toute chose, tout part d'un changement de mentalité. C'est vraiment ça la clé de tout. Il faut arrêter de subir l'impôt passivement, comme si c'était la météo. Il faut le voir pour ce qu'il est,
un ensemble d'incitations que l'État met en place pour encourager certains comportements, comme investir, créer des emplois. Et bien sûr, ce n'est pas un jeu auquel on joue seul, il est absolument crucial de s'entourer de bons experts. On va donc finir sur cette question. Est-ce que l'impôt est juste une fatalité, la plus grosse dépense inévitable de la vie? Ou est-ce que ça peut devenir une variable stratégique, un paramètre qu'on peut activement gérer et optimiser? La réponse à cette question pourrait bien redéfinir toute une stratégie financière.